Après 44 jours de navigation, le 30 juin 1931 à 6h du matin, le Martinière mouilla dans la rade de Cayenne. Il était arrivé 4 jours en avance sur la date prévue. Le vapeur y serait parvenu au jour exact ou même avec plusieurs semaines de retard, que cela n'aurait rien changé à la situation. En Ninini, rien n'était prêt pour les futurs transportés. Nous parlons d'un livre ce matin, un essai paru le mois dernier aux éditions Actes Sud, Le bagne des Anamites, les derniers déportés politiques en Guyane. Une immersion dans la France coloniale du siècle dernier qui déporta 500 condamnés indo-chinois dans l'intérieur de la Guyane, qu'on appelait alors le territoire de l'Inini. Son auteur est avec nous ce matin, Christelle de Deban. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur en histoire contemporaine, journaliste également et l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, je viens de le dire, Le bagne des Anamites, les derniers déportés politiques en Guyane. Vous donnerez d'ailleurs, je le précise pour tout le monde, une conférence aujourd'hui à la médiathèque de Montsinéry-Tonnegrande. Ce sera à partir de 18h pour parler de votre livre et du travail assez considérable que vous avez fait quand même pour documenter et condenser une tonne d'informations sur le sujet et nous permettre à nous lecteurs de comprendre véritablement ce qui s'est passé. On en reparlera. Mais d'abord, la porte d'entrée, j'ai envie de dire. Comment et pourquoi vous en êtes arrivé à vous intéresser, Christelle de Deban, à ce sujet, au sort de ces, je le disais, 500 personnes qui ont été envoyées en Guyane il y a quasiment 100 ans maintenant? Oui, eh bien, il se trouve que ma sœur aînée habite en Guyane depuis 30 ans. Elle était prof au lycée Saint-Joseph. Donc, la Guyane m'est assez familière. Et comme tout Cayennais, la balade du bagne des Anamites est quelque chose de très connu. Donc, je connaissais l'endroit. Et puis, c'était à la veille d'un reportage pour Géo, qui devait m'amener en Guyane, que j'ai rencontré sur le boulevard de Belleville, une jeune femme qui était d'ascendance vietnamienne et algérienne et qui m'a parlé l'histoire de son oncle, qui était donc un communiste déporté en 1931 et qui avait fait sa vie en Guyane. Donc j'ai voulu aller plus loin et j'ai tiré le fil de cette histoire invraisemblable. Et est-ce qu'il y a, un élément en particulier qui a fait que vous vous êtes dit « Oui, il faut faire quelque chose, oui, j'ai envie de passer du temps pour raconter en fait cette histoire-là » ? Oui, alors c'était déjà un premier signal fort. J'avais rencontré la famille, il s'agissait de la famille de Joseph Trentouyen. Et puis, un an après, on était en 2011, j'étais à nouveau en Guyane et j'ai aperçu un entrefilé dans France-Guyane qui annonçait la visite d'une délégation de nationalistes vietnamiens qui posait une plaque en commémoration des victimes de Yen Be à Krikangi. Et je me suis dit que décidément, cette histoire devait être suivie parce que quelque chose commençait à prendre forme. Et donc vous l'avez fait. Comment est-ce que vous avez travaillé pour réussir à avoir toutes ces informations? Parce que je le précise pour celles et ceux qui nous écoutent, évidemment, vous parlez longuement de ce qui s'est passé ici en Guyane, mais d'abord, vous faites le portrait, on va dire, de plusieurs de ces déportés avant qu'ils arrivent et les raisons, en fait, pour lesquelles ils ont été condamnés par la France coloniale. Ça a été difficile de récolter tous ces documents, les archives pour retracer leur parcours de l'Indochine jusqu'à la Guyane. C'était un vrai travail de fourmi, d'autant que alors j'ai fait un travail d'historienne, j'allais dire classique au départ, c'est-à-dire que j'ai ouvert les archives, et les archives, c'est passionnant, mais au début, on n'y voit rien. On ne sait pas du tout l'histoire qu'on veut raconter. On est un peu aveugle, c'est comme quand on commence un grand puzzle, par exemple, on ne voit pas du tout. Et puis, petit à petit, en entremêlant des interviews avec les descendants des déportés, en continuant à travailler sur les archives et en y voyant un petit peu plus, le puzzle s'est mis en place. Et puis un jour, j'ai eu cette révélation. Je me suis dit, il ne s'agit pas simplement de faire le portrait de cette séquence un peu folle entre 1931 et 1963. Il faut essayer de rendre un peu leur étoffe humaine assez déportée et qui étaient des matricules, quoi. Et là, c'est vrai que c'était complexe parce que, comme vous l'avez dit, j'ai essayé de les suivre avant, pendant et après le bagne. Oui, c'était un travail au très long cours. D'ailleurs, ça a duré plus de 10 ans. Mais c'était passionnant parce qu'au fur et à mesure que le puzzle avançait, eh bien, ça devenait de plus en plus précis. Donc, il a fallu que j'envoie des personnes
au Vietnam, que je retourne en Guyane, que j'aille un petit peu dans toute la France recueillir des témoignages. On a encore suffisamment de traces aujourd'hui pour arriver justement à savoir qui étaient ces personnes, qui étaient les noms en fait qui étaient cachés derrière tous les matricules qui étaient organisés. Oui, parce que c'est quand même de l'histoire contemporaine. C'est très récent en fait. Ils sont arrivés il y a 93 ans, presque. C'était le 30 juin. C'est presque la date anniversaire. Donc, il y a encore des enfants et des petits-enfants. C'est encore une mémoire vive. Et comme dans tous les cas, quand c'est une mémoire douloureuse, les petits-enfants ont tendance à l'occulter. Et les enfants, excusez-moi, ont tendance à l'occulter. Par contre, les petits-enfants sont davantage intéressés. Donc, c'est finalement le bon moment pour exhumer tout ça. Suffisamment de temps est passé pour qu'on arrive justement à raconter ce qui s'est passé ? Oui, parce que j'ai bien compris qu'en Guyane, en tout cas, pour les enfants de ces déportés ou transportés, ils étaient vus comme des enfants de popote, c'est comme ça qu'on appelle les enfants. Et donc, ils subissaient un peu un ostracisme. Quand bien même, leur père avait été, d'une certaine manière, des héros de l'indépendance. Donc, ça a pu être quelque chose d'assez douloureux. Et puis, je pense aussi, ça m'a frappée, je pense qu'il est parfois difficile d'aller chercher dans la mémoire de ses parents quand on sait que cette mémoire a été douloureuse. C'est difficile d'affronter le chagrin de ses parents, en fait, tout simplement. Alors, qui étaient ces anamites, Christelle de Deban ? Et j'utilise volontairement le vocabulaire colonial qui a été utilisé à l'époque pour parler d'eux. Aujourd'hui, d'ailleurs, on continue d'utiliser ce nom-là pour se souvenir d'eux avec le bagne des anamites dont vous avez parlé tout à l'heure. Qui ils étaient, et en fait, on se rend bien compte en vous lisant qu'il n'y avait pas qu'un seul profil. Il y avait vraiment beaucoup de personnes différentes. Oui. De toute façon, ces anamites étaient très rarement originaires de l'Annam. L'Annam était en fait le centre de l'actuel Vietnam. La plupart d'entre eux étaient des Tonkinois, c'est-à-dire le nord de Vietnam, on va dire la région de Hanoï. Donc ils étaient 535, on en entendait 1500, mais seuls 535 sont venus. Et sur ces 535, il y avait une petite centaine, en effet, de déportés politiques, mais qui étaient maquillés, présentés comme des délinquants, des droits communs. Pourquoi ? Parce qu'on avait besoin de défricher, de désenclaver l'Inini. On avait besoin de travailleurs. Or, vous savez que les déportés politiques sont légalement envoyés à l'île du Diable et qu'ils ne sont pas astreints aux travaux forcés. Donc, il ne fallait absolument pas que ces hommes-là soient considérés comme des politiques inactifs, mais véritablement des travailleurs forcés. Et il y a eu un mensonge du ministère des colonies sur ce sujet-là, en fait, tout au long de la période. Et depuis le début, et ça a été très compliqué, parce qu'au moment de donner des grâces, après le Front populaire, justement, il y a eu une volonté de libération de certains d'entre eux. Donc, à Pulo-Condor, le bagne au large de Saigon, un tiers des prisonniers politiques a été libéré. Et le bagne des Anamites en Guyane, qui est en quelque sorte le prolongement du bagne de Pulo-Condor, eh bien, il y avait cette idée de libérer des personnes, mais qui ? On ne savait pas qui était véritablement politique, qui ne l'était pas. C'était un imbroglio extraordinaire, très opaque. Et avec des procès quand même qui étaient extraordinaires, j'ai envie de dire, quand la France a condamné toutes ces personnes-là. Ah oui, c'était la commission criminelle, donc c'était des tribunaux, de la justice très très rapide. Et effectivement, ils ont condamné à tour de bras des milliers de personnes. Je pense qu'ils ont ratissé très large, parce que parmi les politiques, donc la petite centaine, il y avait des militants chevronnés. Là, c'est organisé. Mais puis, il y avait des gens qui passaient par là, véritablement, qui ont été pris dans la nasse sans s'en rendre compte, quoi. Et c'est ce que vous écrivez d'ailleurs. La France appelait communiste quasiment toutes les personnes, toutes les personnes avec qui elle avait affaire. Tout à fait. Et ça, c'est un peu la tragédie des nationalistes, parce qu'au fond, c'est effectivement en majorité des nationalistes qui ont été envoyés en Guyane, simplement une petite dizaine de communistes.
Mais les nationalistes, ça ne frappait personne. Par contre, les bolcheviks et le péril rouge, donc ces nationalistes ont été un peu gommés par l'histoire, on va dire, doublement. Et pour comprendre du coup le lien entre ce qui s'est passé là-bas et leur arrivée en Guyane, il y a cette phrase que vous écrivez: la France voulait purger l'Indochine d'une partie de ses indépendantistes. Il suffisait de réimplanter la mauvaise graine d'Indochine dans le nouveau territoire de l'Inini. Il y avait une espèce de calcul arithmétique en fait entre les deux. Tout à fait. Et c'est un calcul qui a été, ça a été voué à l'échec en fait, parce que effectivement, les humains ne sont pas des plantes. Et en déportant de cette manière des personnes très chevronnés, des militants, etc. Ceux-là ont mis un peu le feu dans les camps de l'Unini parce qu'il y a eu un nombre incalculable de soulèvements. Ils ont en fait introduit une sorte de culture de la résistance. Ça a fait vraiment tache d'huile parce que les vrais chevronnés étaient peut-être une dizaine, mais c'était des instituteurs, des personnes lettrées pour l'époque. Ils étaient extrêmement organisés. Et ils ont effectivement, je pense à la grande grève qui a soulevé Krikangi en 1937, 1938 et même une partie de 1939, ils ont véritablement opposé une résistance farouche à ce qu'on leur demandait. Donc un peu comme le miroir de l'Indochine en fait. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'Inini ont été un échec, c'est parce qu'ils ont refusé de travailler en fait. Et d'ailleurs suite à ça, il y a une espèce de paranoïa côté français, surtout au début, en voulant absolument limiter les interactions entre les bagnards qui étaient déjà là et ces anamites, du coup, pour pas qu'il y ait de révolte et je sais pas comment dire, de contamination communiste auprès des personnes qui étaient sur place. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les a fait débarquer à l'époque à Cayenne et pas à Saint-Laurent. Tout à fait. Et en fait, finalement, ils ont dû aller à Saint-Laurent parce que le camp de la Forestière n'était pas prêt. Mais alors, c'est vrai, j'ai pensé comme vous que c'était une paranoïa, mais pas si paranoïaque que ça, finalement, le gouverneur de l'époque, parce que dès leur arrivée à Cayenne, et ça c'est fascinant, dès leur arrivée à Cayenne, quelques jours après leur arrivée, ils ont été contactés par des cellules de prisonniers et de libérés anarchistes et libertaires. Et on a un échange de correspondance clandestine via l'hôpital qui est quand même extraordinaire. Le jeune Trantouillen qui dit « Je suis un jeune communiste mais je ne sais pas tout. Est-ce que vous pourriez me dire si le gouvernement de Staline est vraiment despotique, oui ou non ?» Il demande ça 3 ou 4 jours après son arrivée. Et c'est un fameux Gaston Renard qui était un anarchiste d'une 40aine d'années qui lui fait la leçon, des leçons politiques. Donc ils arrivent en 1931 en Guyane. Il y a 2 endroits qui sont choisis, l'un qu'on connaît tous, du coup on en a parlé à Montigny-Negrande et l'autre en amont de Saint-Laurent. Plus tard il y en aura un 3e à Sinnamary. Pourquoi ces endroits-là en particulier, Christelle de Deban, et c'était pas l'objectif en fait à l'époque du pouvoir colonial? Alors, c'était vraiment de désenclaver et de coloniser l'Inini, mais il se trouve que le camp de Krikangi, qui est aujourd'hui le camp dont les vestiges sont visibles, ne se trouverait pas au départ dans l'Inini, mais en Guyane. Il a été intégré en Inini qu'en 1935. Donc, on voulait cette pénétration de la brousse. Je rappelle que l'Inini... oui, c'est important de le dire. Voilà, c'était quand même 80% de l'espace guyanais. Ça représentait tout l'arrière-pays. Toute la Guyane, hors le littoral, voilà, en fait. Hors le littoral. Donc c'était énorme, c'est à la taille de l'Autriche, et on présentait cet endroit comme l'Eldorado. On savait qu'il y avait de l'or, du balata, mais on disait aussi qu'il y avait des diamants et peut-être du pétrole. Donc l'idée, c'était que les Anamites, là, donc les Indochinois, puissent coloniser et exploiter ça. Krikangi était tout près de Cayenne. La Forestière, près d'Apatou, était relativement trop près, on va dire, de Saint-Laurent, donc de l'administration pénitentiaire. Le 3e camp, qui aurait dû fonctionner, était véritablement dans l'Inini, dans la commune de Sinnamary, à Saut-Tigre. Et c'est d'ailleurs le camp qui était le plus solide, élaboré. Les bâtiments étaient tous en pierre. C'était un camp très impressionnant, mais qu'on ne voit plus du tout maintenant, puisqu'il a été immergé sous les eaux du barrage de Petit-Saut. Donc l'idée, c'était de désenclaver l'endroit, et c'est là que ça devient extraordinaire de naïveté de la part des coloniaux, c'était qu'on se disait qu'une fois qu'ils allaient être libérés, qu'ils avaient purgé leur peine, ils allaient s'installer en Inini et faire venir leur famille d'Indochine, et puis repeupler l'endroit.
Voilà. Oublier les raisons pour lesquelles ils avaient été déportés en Tout Guyane à fait. finalement. Et être reconnaissant au gouvernement français. Et faire donc de ces EPS finalement, Oui. établissements pénitentiaires spéciaux, des avant-postes en fait pour développer tout le territoire de Ligny. C'était à un fait. petit peu ça l'objectif C'était ça. de la France. De pionniers, quoi, en fait. Hein, c'était des pionniers. D'ailleurs, l'un d'entre eux disait on faisait un véritable travail de pionnier. On construisait des routes, on défrichait, etc. Il y avait même presque une exaltation dans ce qu'il disait. Moi, ce qui m'a frappé en vous lisant, Christelle de Deban, c'est comment dire le comportement justement des administrateurs coloniaux français. En vous lisant, je savais pas s'il fallait les voir comme terribles ou ridicules avec leurs projets de développement qui changent d'une année à l'autre. On a d'abord des grandes ambitions, on veut peupler la colonie, créer des routes, et puis finalement non. J'ai l'impression d'avoir lu je ne sais combien de fois dans votre livre des phrases comme « jamais les travaux ne furent poursuivis »,« les travaux furent tout bonnement interrompus ». C'est quoi le regard que vous avez, vous, sur cette manière de faire, ces errances? J'avais l'impression, en vous lisant, d'assister à des enfants ou des personnages en carton-pâte, mais avec des moyens de coercition qui étaient quand même considérables. Oui. C'est assez terrible. Eh bien, c'est ça qui m'a frappé dès le départ. C'est même la date, c'est 1931. Je rappelle que le bagne a été aboli en 1938. Donc, ces bagnes-là ont été construits 7 ans avant l'abolition du bagne. C'est dire à quel point c'était à contre-courant. On était déjà à la fin d'une histoire et eux pensaient être au début de l'histoire. Et effectivement, les projets étaient grandioses, mais il n'y avait pas les moyens. L'une des raisons pour lesquelles il n'y avait pas de moyens, alors il y a eu des coupes budgétaires dès 1934. Oui. On connaît cette histoire. Mais l'une des raisons, c'est qu'on attendait au départ 3 fois plus de personnes et qu'il n'y a eu que ce petit convoi de 500 personnes. Donc la main-d'œuvre n'était pas renouvelable, alors qu'elle est par exemple dans l'administration pénitentiaire. Oui. Et donc ce petit effectif s'amenuisait d'année en année. En plus, comme je l'ai dit, c'était plutôt des gens opposés à ce qu'on leur demandait. Donc, entre les coupes budgétaires, le fait que quand même il y avait, avec Gaston Monnerville, une campagne contre le bagne, et puis cet effectif se réduisant, et enfin la guerre, on allait tout le droit dans le mur. Dès le départ, on allait tout droit dans le mur. D'ailleurs, ici, le gouverneur et même Paris étaient très enthousiastes à l'égard de Lénini, mais pas du tout les Guyanais. Et puis, en France, il y avait une partie des députés plutôt de gauche qui étaient tout à fait contre le projet, qui sentaient que ça allait aller à sa perte. Ce qui était le cas. Vous l'avez dit, initialement, il y avait 1500 personnes qui auraient dû arriver en Guyane, finalement seulement un tiers, seulement 500. Pour quelle raison il n'y a eu que un seul convoi, ce convoi de 1931 ? Eh bien, parce que l'Indochine voulait se séparer de ses opposants. Et la Guyane a très vite remarqué que ses opposants étaient très compliqués à gérer. Donc, la Guyane voulait des droits communs et voulait que l'Indochine paye la facture, mais l'Indochine ne voulait pas payer la facture pour la Guyane avec des droits communs, en fait. Donc, dès le départ, cette question des politiques ou des non-politiques a biaisé le débat. Vous l'avez dit, hein, l'objectif, on va dire, de ce travail que vous avez mené, c'est de remettre une dimension humaine à des noms que l'histoire, avec un grand H, a parfois oublié. La vie sur place, elle ressemble à quoi ? Elle ressemblait à quoi, Christelle de Deban ? Oui, alors on imagine que c'est l'enfer sur Terre. Alors, on n'a pas énormément de témoignages, on a 2 ou 3 personnes qui ont témoigné. Et en fait, parmi les administrateurs du camp, il y a des personnes cruelles, ridicules, féroces. Il y en a d'autres qui sont dépassés par les événements, des humains un peu comme tout le monde. Donc, il y a véritablement des hauts et des bas dans ce bagne, des grands moments de fatigue, des grands moments d'exaspération, des grands moments de tristesse, évidemment, parce que il y a une mortalité importante, beaucoup de suicides, mais aussi... 10 morts, c'est ce que vous écrivez, 10 morts en seulement 6 mois au tout début. Oui. Oui, parce que finalement, c'était une main-d'œuvre qui était relativement choyée, parce qu'on avait besoin de défricheurs, mais contrairement à ce que l'on croit, autour de la région d'Hanoï, ça n'a rien à voir avec le climat guyanais. C'est ce qu'on dit toujours, ces gens étaient habitués au climat, mais rien à voir. C'était pour la plupart des gens qui venaient des régions montagneuses. Donc évidemment, ils mouraient. Donc la vie dans les bagnes était, sur ces 8 ans qu'on a duré le bagne, parce qu'ils végétaient au moment de la Seconde Guerre mondiale,
c'était devenu un camp ouvert, on va dire. Hein. Mais au moment où le bagne était encore un haut-bagne, il y a eu des moments d'exaltation avec cette grève collective et des moments d'ennui et des moments de désespoir. Donc une vraie différence entre ces bagnes-là, ces EPS et les autres qu'on connaît évidemment, l'administration pénitentiaire, Saint-Laurent et les îles du Salut. Mais là, c'est beaucoup plus homogène, bien sûr. Même si c'est une fausse homogénéité parce qu'il y avait des Tonkinois en majorité, mais quand même des personnes d'autres régions et qui parlaient une langue différente. Mais malgré tout, comme je le disais, il y avait une cohésion d'ensemble qui n'existait absolument pas dans l'administration pénitentiaire. Et alors en fait ça va très vite, hein. Je continue de vous citer, au bout de 6 années, le processus de désagrégation des EPS, donc établissements pénitentiaires spéciaux, était largement entamé. Encore une fois, on s'agite beaucoup, on fait de grands discours, on déporte quand même des centaines de personnes en pleine forêt pour pas grand-chose. Oui, parce que dès 1936, la politique des grands travaux tombe à l'eau. On se rend compte que ça va pas être possible, qu'il n'y a pas assez d'argent, pas assez d'hommes, pas assez de volonté. C'est le Front populaire au pouvoir, donc c'est un peu différent aussi. Donc c'est vertigineux parce que n'oublions pas que ces hommes-là sont partis au bout de 32 ans d'exil. Et il y a eu combien d'années utiles, entre guillemets, en termes de travaux forcés, hein? Eh bien, 5 ou 6 ans, pas plus. On imagine ce gâchis humain et puis financier aussi. Enfin, c'était un gouffre, les Nini. Ces 3 bagnes-là, ce sujet-là en particulier, quelle place ils occupent justement? Vous avez commencé à en dire quelques mots dans la campagne anti-bagne qu'on pouvait avoir au niveau de l'Hexagone. Est-ce qu'il y avait une réelle conscience qu'il se passait cette chose-là à ces 3 endroits en particulier en Guyane? Oui, pour certaines associations de gauche, de la Ligue des droits de l'homme, parce que justement, on n'ignorait pas qu'il y avait à l'intérieur de ce bagne des détenus d'opinion. Il était moins connu, mais c'était le dernier, c'est le tout dernier. Donc il était quand même emblématique. Dernière question, Christelle de Deban, il reste quoi aujourd'hui finalement de cette page de l'histoire, à la fois sur le terrain, les vestiges des 3 sites, mais aussi dans la mémoire, j'ai envie de dire, au Vietnam comme en Guyane, d'après le travail, les rencontres aussi que vous avez pu faire, il reste quoi aujourd'hui? Alors, en Guyane, c'est important parce que depuis l'année dernière, le bagne de Cricanguy est classé au titre des monuments historiques. Donc, c'est un grand pas en avant. On a vu que Saut-Tigre, on ne le voit plus. La Forestière est magnifique, mais finalement complètement laissée de côté. Et au Vietnam, en fait, depuis 2010, on connaît davantage cette histoire parce que c'est une histoire un peu incroyable. Un journaliste vietnamien qui était venu suivre le lancement de la fusée Ariane en 2010, ici, en 2008, très exactement, a tapé sur Internet et a vu l'existence des bagnes des Anamites et il a enquêté sur ce sujet-là. C'était compliqué à faire cette enquête pour lui, mais il a publié une dizaine d'articles sur la question et ça a provoqué beaucoup d'émotions au Vietnam. Ça s'appelle Le bagne des Anamites, les derniers déportés politiques en Guyane, et c'est aux éditions Actes Sud. Je le rappelle, il y aura donc cette conférence débat aujourd'hui à Sinnamary, une autre le 5 juillet à 18h30 à la Maison des Cultures et des Mémoires. Merci beaucoup. Merci à vous. Christelle de Deban. Bon séjour en Guyane et à très bientôt.